Le débat se poursuit maintenant sur Internet, le nouveau journal.fr. André. Oui, moi c'était par rapport à l'exemplarité de la justice américaine. On nous dit toujours, vous voyez que vous soyez riche et puissant ou que vous soyez pauvre, vous passez par ce chemin qui vous amène devant un juge. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on est jeté en pâture et là il y a même la présomption d'innocence n'est pas respectée ni rien. Mais après on s'aperçoit que finalement tout est possible. On peut faire des enquêtes, des contre-enquêtes, on peut négocier, on peut donner de l'argent, acheter le... Enfin, on peut tout faire et je trouve que finalement, c'est le contraire de l'exemplarité. Je trouve que c'est de la contre-exemplarité. Parce que finalement, à la fin, tout peut s'arranger, quoi. Pas vraiment. Pas vraiment. Et d'ailleurs, le procès qui va peut-être s'ouvrir va nous donner l'occasion de le voir. Pas vraiment. Plus le procès est médiatique, en fait, paradoxalement, moins il va y avoir de possibilités pour la défense d'acheter. On a dit tout à l'heure qu'elle était très protégée, que c'était le seul témoin de l'accusation. Vous imaginez bien. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, au niveau financier, on peut imaginer aussi qu'elle préfère de l'argent plutôt que cette histoire. Oui. On est dans un procès pénal. Après le procès pénal, quoi qu'il se passe, qu'il soit acquitté ou déclaré coupable, il va y avoir un procès civil. Oui. Et ça, cette jeune femme, elle le sait déjà, elle a déjà dû contacter des avocats dans ce domaine-là. O.J. Simpson, pour prendre un cas de ces dernières années, voilà, O.J. Simpson, il a été acquitté. Au niveau pénal, il a été acquitté. On ne pouvait plus rien faire contre lui au niveau pénal. Simplement, dans l'année qui a suivi, ou les quelques mois qui ont suivi son absence de condamnation, la victime, les parents de la victime lui ont fait une action d'un point de vue civil pour l'appauvrir. Aux États-Unis, quand on n'arrive pas, si on est convaincu de la culpabilité d'un accusé, on l'attaque au civil, on lui demande des millions d'euros, on le met sur la paille. Des dommages et intérêts, en fait. Absolument, qui sont aux États-Unis très élevés. En fait, ça se passera également devant un jury populaire. S'il était acquitté, l'action civile qui suivrait pourrait vraisemblablement l'atteindre financièrement parce que dans un procès criminel, 12 jurés. Les 12 jurés doivent être tous, de manière unanime, convaincus, beyond a reasonable doubt, au-delà d'un doute raisonnable, qu'il est coupable. C'est-à-dire que vous, André, dans votre tête, vous êtes juré dans ce procès criminel à New York qui commencera dans 6 mois ou dans un an, vous devez vous dire, je suis sûr à 99,99% que Dominique Strauss-Kahn est coupable. Si vous avez le moindre doute, alors vous ne pouvez pas signer l'acte de condamnation. Il faut l'unanimité pour la... Il faut l'unanimité. Ah, ouais. Vous-même, André, quelques mois plus tard, extraordinairement, vous vous retrouvez devant un juré civil. Alors là, on ne va pas vous demander est-ce que vous êtes convaincu au-delà d'un doute raisonnable. On va vous dire est-ce que vous pensez qu'il y a un peu plus de preuves qu'il ait commis les faits dont on l'accuse ou pas. Et là, c'est plus 99% dans votre tête, c'est 51%. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le droit américain. Et là, vous devez vous dire, vraisemblablement, il l'a fait. Et là, on le condamne au civil. C'était ma question. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez obtenu votre réponse? Oui, voilà, je voulais savoir si effectivement la victime pouvait après continuer et demander des dommages et intérêts, etc., même s'il était acquitté. C'est l'État de New York. Le procureur, c'est l'État de New York actuellement qui poursuit. Et elle le sait. Oui, Et elle le sait déjà. Et elle le sait. Oui, d'accord. Au côté civil, c'est elle qui va le poursuivre personnellement pour les dommages qu'elle a subis, sa vie ruinée, sa réputation, son nom. Et donc, ce procès civil viendra quoi qu'il arrive. Donc, il y a une deuxième... sauf s'il est acquitté au pénal. Y compris s'il est acquitté. S'il est acquitté, c'était le cas d'O.J. Simpson. O.J. Simpson a été... Non, non, s'il n'est pas acquitté, pardon. S'il n'est pas acquitté. Il y a plusieurs possibilités, en fait. Il n'y a pas qu'uniquement acquitté ou condamné. Le jury, on a 12 personnes. Il nous faut une unanimité. Il faut que les 12 soient d'accord sur la même chose. Si le jury revient et que sur les 10, il y en a 2 qui ne sont pas d'accord, alors le juge va leur dire, vous allez retourner en salle de délibération, je vais vous donner 1 semaine de plus, vous voulez réentendre tel témoin, vous voulez un expert de plus, allez-y. Puis revenez. On va essayer d'inciter à avoir une décision. Mais si au bout de 2 mois, ils reviennent, ils disent on n'est toujours pas d'accord et on ne se mettra pas d'accord, alors ça s'appelle un mistrial, c'est-à-dire qu'on arrête. Ça s'appelle en anglais un hung jury, un jury qui ne se décide pas, et il faut refaire un procès. Et ça peut marcher comme ça plusieurs fois. On a des précédents aux États-Unis
les jurys n'arrivent pas. Alors il y a un célèbre mafieux qui s'appelle John Gotti, où 3 ou 4 jurys, au fil des mois, n'arrivaient pas à se décider. Et au bout d'un moment, le district attorney, le procureur peut relancer, mais au bout d'un moment, ça coûte de l'argent, on arrête. Quand on se dit on n'arrivera jamais à convaincre 12 personnes, c'est le film 12 hommes en colère. C'est ce que j'allais dire. Je Il nous conseille d'ailleurs de... Très bon film. Il va nous falloir, pour l'acquitter ou pour le condamner, 12 personnes du même avis. Entre les deux, le procès est bloqué. Vous voyez? Donc, oui. Et alors si, parce que, alors admettons, il y a procès, admettons Dominique Strauss-Kahn est acquitté, mais son nom est quand même sali. Est-ce que lui, il peut se retourner aussi contre l'État de New York ou pour avoir des dommages intérêts? Parce que lui aussi, notamment s'il y avait une erreur judiciaire, par exemple. Alors, oui, on peut l'imaginer. Alors, pas directement contre l'État de New York pour le fait de l'avoir accusé, parce que c'est le job de l'État de New York. Et l'État de New York, à ce moment-là, si en effet il y avait une action comme ça, il dirait, écoutez, nous, avec les éléments qu'on avait, il se défendrait comme ça d'ailleurs, avec les éléments d'accusation, une fois de plus, on ne connaît encore rien, ne l'oubliez pas, jusqu'au 6 juin, la défense elle-même ne connaît pas ce qu'il y a dans l'acte d'accusation, les preuves, alors on a des rumeurs, mais à ce stade, on est encore dans cette phase d'accusation où le match n'a pas commencé, où on n'a pas commencé à échanger les éléments entre donc le procureur et on va en savoir beaucoup plus à partir du 6 juin. Oui. Je rebondis sur l'exemplarité dont André a parlé. L'introduction de jurys populaires ici en France, vous ne pensez pas que c'est une américanisation de la justice ici en France? Oui, mais je ne pense pas que le mot américanisation soit forcément un gros mot. Je crois que la justice américaine est une justice humaine avec des qualités et des défauts sur certains points, et notamment sur cette mise en accusation. Je crois qu'on peut aussi tirer quelques leçons en ce qui concerne la justice française. Alors voilà qu'on a quand même 2 systèmes juridiques très différents dans toute la procédure d'ailleurs, du début jusqu'à la fin, et que là en France on est assez critique envers le système juridique américain. C'est simple, on a un système d'un côté, le système américain qui est un système accusatoire, le juge c'est un arbitre, les parties échangent comme ça et en France on est dans un système inquisitoire avec le rôle du procureur. En France ça serait un juge d'instruction. Oui. Le problème du juge d'instruction, c'est qu'il plaide à charge et à décharge, voilà, et qu'il est des deux côtés. Donc américanisation, si ça veut dire que les choses soient un peu plus claires au départ, et notamment lors de la mise en accusation, pourquoi pas? La deuxième question qu'il faut se poser au niveau de la première enquête et de l'enquête criminelle, c'est, on peut se poser cette question, même si on ne peut pas y répondre, les mêmes circonstances dans un hôtel de luxe parisien, avec une victime, une pauvre Guinéenne qui irait voir son chef d'État pour aller lui parler de ça, que serait-il advenu? Aux États-Unis, le procureur a des unités de crimes sexuels. Les Américains sont très durs à ce sujet-là. Et dès qu'il y a une allégation de crimes sexuels, ils ont des équipes spécialisées, des gens qui sont très psychologues, des policiers qui ne travaillent que pour le sexual unit, qui sont habitués à recevoir ce genre de témoignages. La fragilité de ce témoignage, elle est surtout vraie au début, c'est-à-dire que dans les premières minutes où elle a dû aller, alors je ne connais pas la nature des faits, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais ce sont dans les premières minutes que tout se joue, au moment où on l'écoute ou pas, ou alors quelqu'un de l'hôtel lui dit « Écoutez Fatou, vous êtes bien gentil, mais vous allez arrêter de raconter n'importe quoi ». Et elle s'est trouvée assez rapidement, apparemment, en présence de gens de la police qui sont équipés et qui ne traitent que de dossiers de crimes sexuels. Maître Ourcade, merci beaucoup. Également un grand merci à Ghislaine Abdel et André. Je vous laisse aller voir ou revoir d'ailleurs 12 hommes en colère. C'est un très bon film avec le beau Henri Fonda. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Avec ses beaux yeux.